Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire France NUM. France NUM étant l'initiative pour la transformation numérique des TPE et PME. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le thème du jour que nous allons traiter, c'est avoir son site internet vitrine. Comment et pourquoi faire? Donc, on va creuser cette question avec trois de nos intervenants aujourd'hui. L'idée étant de voir quelles sont les différentes méthodes que l'on peut employer donc, pour créer son site Internet, comment on peut le mettre en place et le maintenir, et d'avoir également un certain nombre de conseils pour assurer la visibilité de ce site. Pour traiter ce sujet aujourd'hui, donc nous avons trois intervenants qui sont activateurs dans le réseau France NUM, donc trois professionnels du numérique. Premier intervenant, donc c'est Sébastien Chérif de Simple-et-Beau. Bonjour Sébastien. Bonjour, ravi d'être là. La deuxième intervenante, donc c'est Estelle Laurière de la société L'Étoile du Web. Bonjour Estelle. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous avons également le plaisir d'avoir Guillaume Moulin des Folies Web. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Et alors je précise que du coup vous êtes situés dans différentes régions en France, donc Sébastien en région parisienne, Estelle dans le Vaucluse et Guillaume dans la région lyonnaise. Alors, quelques conseils pratiques pour vous tous pour le déroulement de ce webinaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, vous avez en bas à droite de votre écran un bouton qui s'appelle Chat. Donc, un certain nombre d'entre vous ont déjà commencé à l'utiliser pour échanger. Donc, c'est très bien. Néanmoins, si vous avez des questions à poser à nos intervenants durant le webinaire, on va vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir utiliser le deuxième bouton en partant de la droite qui s'appelle « Questions ». Et pourquoi on vous propose de faire comme ça? C'est parce qu'en fait, toutes les questions qui vont être postées vont pouvoir donner lieu à une priorisation, c'est-à-dire que vous allez tous pouvoir voter sur les questions qui vous intéressent, et ce qui va permettre à nos intervenants et à l'équipe France NUM donc, de répondre à vos questions soit par écrit pendant le déroulement du webinaire, soit à la fin, nous reviendrons à l'oral sur un certain nombre de questions. Autre élément, nous allons lancer des sondages durant ce webinaire et ces sondages, en fait, elles vont apparaître dans des fenêtres pop-up. Donc, une fois que vous aurez répondu, vous verrez les résultats de ces sondages. Et puis, si vous souhaitez revoir ce webinaire ou télécharger la présentation, vous pourrez le faire sur le site francenew.gouv.fr dans la rubrique Formation. Et on vous mettra à un moment le lien aussi pour télécharger la présentation directement ici dans la fenêtre. Voilà, alors comme annoncé, on va vous lancer une première série de sondages, déjà pour mieux vous connaître, savoir si vous êtes une entreprise plutôt cible, un professionnel du numérique, une organisation publique ou institutionnelle ou un autre acteur. Deuxième sondage, c'est pour savoir dans quel secteur d'activité vous travaillez. On souhaiterait également savoir quelle est la taille de votre entreprise et de quelle région vous nous écoutez. Et puis enfin, dernier petit sondage, est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire France NUM? Voilà, donc on vous laisse répondre et donc au fur et à mesure que s'affichent les résultats, donc vous êtes à peu près 50%, la moitié d'entreprises cibles, il y a à peu près 15% d'entreprises du numérique
et 10% d'organisations institutionnelles. Une répartition alors sur les secteurs avec du coup des gens évidemment qui sont sur les services numériques, une grande majorité d'indépendants à 70% et 17% de TPE, donc jusqu'à 9 salariés, le reste étant donc au-delà de 10 salariés. Et vous nous écoutez d'un peu partout, y compris d'outre-mer. Voilà. Et vous êtes une majorité pour qui c'est votre premier webinaire France Num, donc bienvenue. Et nous allons tout de suite donc démarrer la première partie avec Sébastien, donc de Simple et Beau, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup Alexandre et France Num. Nous sommes donc ravis d'être ici. Nous allons effectivement faire un zoom sur le fait d'avoir un site internet vitrine, comment et surtout pourquoi faire. Donc, je me présente rapidement. Donc, Sébastien Chérif, cofondateur et directeur général du groupe Simple et Beau. Et Simple et Beau, avec Simple et Beau, nous aidons les professionnels à attirer des clients grâce à Internet. Nous sommes l'agence web numéro 1 sur les avis Google et Trustpilot, avec plus de 3500 avis positifs vérifiés. Et nous sommes une entreprise française constituée de plus de 80 experts. Et nous accompagnons des indépendants dans toute la France, en Outre-mer également. Et enfin, nous sommes partenaires de Google depuis 2020. Donc, au sommaire, 3 conseils pour optimiser votre visibilité, donc des choses vraiment pratiques que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin de ce webinaire. On va brièvement parler de l'accompagnement Simple et Beau et vous avez également une offre spéciale en tant que participant à ce webinaire. Et comme l'expliquait Alexandre, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la brique prévue dans l'outil. Donc, on se lance. Les conseils pour optimiser votre visibilité en ligne, en commençant par le premier conseil, qui est de maîtriser, de comprendre les 2 méthodes que vos futurs clients ont pour choisir leur prestataire. Et donc, le premier, c'est le bouche à oreille. Dans 60% des cas, effectivement, vos clients proviennent du bouche à oreille. Je ne sais pas si c'est également votre cas, si vous vous reconnaissez derrière cette statistique. Mais en tout cas, ce que l'on constate sur l'ensemble de nos clients, c'est que 60% d'entre eux attirent de nouveaux clients grâce au bouche à oreille. Donc, on prend l'exemple de Claire, qui habite à Brest et elle cherche un ostéopathe. Elle en parle donc à ses proches. On lui recommande 4 ostéopathes. Et donc là, vous me permettrez l'expression, elle doit les googliser. Elle va effectivement utiliser Google pour aller voir ce qu'elle trouve sur ces 4 recommandations d'ostéopathes. Et j'imagine que vous êtes comme Claire, en tout cas c'est mon cas, lorsqu'on me recommande un ostéopathe ou un restaurant ou autre, eh ben, Claire va contacter en priorité le cabinet qui a un site complet, de préférence avec un blog qui va pouvoir s'épancher sur le sujet, et bien sûr des avis positifs de patients de l'ostéopathe en question. Et donc la morale de l'histoire, c'est qu'une présence en ligne rassurante est indispensable, même si nos clients proviennent du bouche à oreille. On a tendance à penser que si nos clients viennent du bouche à oreille, on n'a pas besoin de visibilité en ligne. Et ben, c'est tout l'inverse, parce qu'effectivement, ce dernier kilomètre se fait de toute façon avec Google. La deuxième méthode, bien sûr, dans 40% des cas, le client ne provient pas du bouche à oreille, il va effectivement directement aller sur Google. On reprend l'exemple de Claire, mais cette fois-ci, elle n'a pas envie de parler à ses proches de son souhait de trouver un ostéopathe ou n'a tout simplement pas reçu de recommandation. Elle va donc directement sur Google et elle va faire une recherche plus ou moins longue, ostéopathe Brest, mal de dos, lumbago, etc. Et donc là, rebelote, elle constate les résultats, les premiers résultats sur Google. Rares sont ceux et celles qui vont aller consulter les pages 2, 3, 4, 5 de Google. Donc, on a tendance effectivement à s'arrêter sur les 5 premiers résultats. Et là, idem, on choisit le site qui non seulement rassure, mais qui permet également de prendre contact, voire même de prendre rendez-vous, dépendant du métier, directement. Et donc, en conclusion, on constate que Internet est la deuxième façon de choisir un professionnel après le bouche à oreille et que plus de 80% des clients consultent les avis en ligne avant toute signature ou prise de contact.
Et donc, voilà quelques choses à prendre en compte lorsque vous développez votre visibilité en ligne. Nous passons au deuxième conseil, qui est de maîtriser les 3 types de résultats sur Google, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, si vous faites une recherche sur Google, un ostéopathe ou un restaurant, vous constaterez que la page Google s'articule ainsi. Tout en haut, les résultats payants. Ce sont donc les professionnels qui auront décidé de payer Google afin de remonter en haut. Et ceux-ci sont facilement détectables puisque vient le label sponsorisé. En deuxième, il y a ce qu'on appelle donc les fiches Google ou les Google My Business qui aujourd'hui captent 46% des requêtes, des demandes, des clics. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les résultats organiques, donc les sites Internet. Et donc, ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, Google, on se rend compte, on a tendance à beaucoup parler du site Internet. Et bien, même si votre site Internet, il est premier, et bien, votre site Internet sera toujours derrière les fiches Google qui elles-mêmes sont derrière les résultats sponsorisés. Et donc, morale de l'histoire, c'est très important d'avoir un site Internet bien référencé. C'est le sujet du jour. Mais il ne faut pas oublier la fiche Google qui va en fait vous permettre de ramener quasiment un client sur 2, 46%. Une fiche Google, ça ressemble à quoi? Je garde l'exemple de l'ostéopathie. J'aurais pu prendre n'importe quelle profession. C'est donc effectivement quelques images, les avis laissés par vos clients. Encore une fois, très important pour rassurer vos futurs clients et patients. Et des liens directs pour pouvoir vous contacter, pour pouvoir réserver directement ou consulter, bien sûr, votre site Internet. Et donc, se pose la question, comment s'assurer que la fiche Google fasse partie du fameux top 3? Puisque Google, de façon naturelle, lorsque vous cherchez un ostéopathe ou un restaurant, ou quel que soit le professionnel que vous recherchez, il n'y a que 3 qui remontent. Et donc, comment s'assurer de faire partie du top 3? Si vous avez une fiche Google, voilà quelques conseils que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Le premier, qui pèse pour 25% dans l'algorithme de Google, c'est la localisation. Donc, en gros, Google va privilégier de mettre en avant un ostéopathe à Brest si la personne qui fait la recherche est également à Brest. Donc, vous n'y pouvez rien. Nous n'allons pas passer de temps sur cette partie de l'algorithme. En deuxième, les avis. Et donc là, on se rend compte que nous pouvons tous être acteurs. En gros, Google va favoriser les fiches Google qui présentent des avis. Bien sûr positifs, il vaut mieux avoir des avis positifs que négatifs, mais Google va surtout favoriser la régularité avec laquelle vous allez récolter des avis. Morale de l'histoire, il vaut mieux récolter 2 avis par mois que de ne rien faire pendant 9 mois et en fin d'année se rendre compte qu'on a un déficit d'avis et d'aller en récolter 10 ou 20 d'un coup. Donc effectivement, prenez l'habitude de demander des avis de façon régulière parce que ça en fait envoie un signal positif à Google que votre activité est active et que vous êtes également un professionnel qui récolte des avis positifs. Donc ça, c'est 25% de l'algorithme. Enfin, la cohérence des informations. Là, on dit, mais qu'est-ce que c'est que la cohérence des informations? Google va, pour parler de façon très claire, éviter d'envoyer un internaute au casse-pipe. Ça veut dire que si vous avez sur une fiche Google des horaires d'ouverture qui ne sont pas cohérents avec les horaires d'ouverture sur votre site Internet, ou un numéro de téléphone qui n'est pas cohérent, ou une adresse mail, ou vos tarifs, vos prestations, vos domaines de compétences qui ne sont pas parfaitement cohérents partout où vous existez sur Internet, site, fiche Google, annuaire, blog, eh bien, Google va se dire « c'est bizarre et je ne veux pas envoyer un internaute vers un professionnel où sur la fiche, ça dit qu'il est ouvert et sur le site, ça dit qu'il est fermé. Et donc, c'est votre concurrent qui va vous passer devant parce que lui aura une cohérence totale des informations. Et c'est ça qui pèse pour le plus dans l'algorithme. Et donc, morale de l'histoire, assurez-vous de soit à la main, toujours mettre à jour vos informations partout, soit d'utiliser un outil qui vous permette de multidiffuser vos informations lorsqu'elles évoluent pour que partout où vous êtes visible sur Internet, vous ayez cette fameuse cohérence des informations. Et donc, votre fiche Google sera dans le top 3. Troisième et dernier conseil, créer un site Internet qui respecte les normes de référencement
de Google ainsi que des autres moteurs de recherche. Et donc là, vaste sujet que les normes de Google, il y en a plus de 200 et pour la plupart, elles évoluent jusqu'à trimestriellement. Autrement, ça ne serait pas drôle. Quelques exemples de normes, la compatibilité mobile et tablette. Aujourd'hui, une requête sur deux, c'est-à-dire qu'un client sur deux, il va non pas essayer de vous contacter ou de vous trouver depuis son ordinateur, mais il ou elle essaiera de faire cela depuis son mobile ou une tablette. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre site Internet, il doit être pensé également pour des écrans qui sont plus petits. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'être sur un site Internet qui, manifestement, n'avait pas été pensé pour des écrans plus petits, où l'appel à l'action, le bouton, l'information est tronqué, et manifestement, il n'y avait pas cette prise en compte. Donc ça, aujourd'hui, c'est indispensable, puisque un client sur deux, il va effectivement vous trouver depuis son portable. La compatibilité avec tous les navigateurs. Nous avons tendance à parler beaucoup de Google, mais aujourd'hui, il y a quand même non seulement d'autres moteurs de recherche, et il y a également les intelligences artificielles, ChatGPT, etc. Donc, il faut maintenant penser votre visibilité de façon globale. Et les normes Google Core Web Vitals, en bon français, ce sont donc des normes de vitesse, de réactivité et de lisibilité. En d'autres mots, Google va mettre en avant, en haut, un site Internet qui est rapide, qui est réactif, qui est lisible, et à l'inverse, va plutôt mettre sur les pages 2, 3, 4, 5, voire plus loin, un site Internet qui serait lent, où effectivement, lorsqu'on essaie de passer d'un onglet à l'autre, ça mouline. L'internaute n'aime pas ça, et donc Google n'aime pas ça, et donc effectivement, vous passerez derrière vos concurrents. Ensuite, en 2026, il y a bien sûr des normes de sécurité ainsi que des normes RGPD auxquelles nous ne pouvons pas nous déroger. Et donc, effectivement, votre site Internet, quel que soit votre métier, doit respecter ces normes qui sont de plus en plus exigeantes. C'est plutôt positif, mais ça implique effectivement un travail en continu pour s'assurer que votre site Internet est aux normes de Google. Et c'est comme ça que vous remontez sur Google. Nous allons du coup lancer le sondage suivant. Quels sont les indicateurs clés de performance des sites Internet pour Google? Donc là, plein de jargon technique, mais en d'autres mots, à votre avis, qu'est-ce qui va déterminer que votre site Internet il est plutôt en haut de Google et devant vos concurrents? Et quels sont les indicateurs clés de performance? S'ils ne sont pas respectés, eh bien, votre site va plutôt se retrouver en bas de Google et c'est peut-être même vos concurrents qui vous passeront devant. Donc, je vous laisse répondre. Pour faire très simple, de façon directe ou indirecte, toutes ces normes sont importantes. Le temps de chargement de la page, on en a parlé, indispensable. Personne ne veut se retrouver sur un site qui est lent. Les fameuses Core Web Vitals, donc qui incluent vitesse, lisibilité, réactivité. Le temps de délai de réponse, la stabilité de la mise en page, la structuration de la page, de façon directe ou indirecte, tous ces éléments-là détermineront si votre site Internet il est plutôt en haut ou en bas. Donc, ce sont des choses avec lesquelles vous devez soit être à l'aise, soit être accompagné, parce que c'est ça qui déterminera in fine si votre site il est en haut ou en bas de Google. De façon peut-être un peu plus lisible, Google favorise les sites qui sont bien structurés. En d'autres mots, ce que vous souhaitez avoir, c'est un site Internet qui, pour chacune de vos expertises ou domaines de compétences, vous voulez y associer un mot-clé et une page dédiée du menu. Simple et bon, on accompagne les indépendants très souvent sur des refontes. Et très souvent, tout le contenu est là, mais il suffit de mieux l'agencer parce que Google, effectivement, va favoriser cela lorsqu'il décide s'il met un site plutôt en haut ou en bas de Google. Et donc, en fait, dites-vous que si vous avez une expertise, ça doit faire l'objet d'un mot-clé et d'une page dans le menu. Et qu'il faut au maximum 8 rubriques, quitte à faire des sous-pages si vous avez davantage de contenu à proposer. Enfin, faire des liens entre les pages. Donc, Google, ça envoie un signal positif et ça crée un cercle vertueux. Si votre site Internet renvoie vers votre blog vers votre site vers votre fiche Google, tout ça est hyper positif. Et d'autant plus si ça peut être également vers des acteurs tiers, des annuaires ou autres sites de référence
dans votre domaine. Donc, pensez effectivement à faire ces liens entre les pages, vous remonterez sur Google. Donc voilà, c'était les 3 conseils. Et donc, en guise de conclusion, quelques mots sur Simple et Beau. Donc, date de création 2013. Nous avons déjà quelques années. Nous sommes plus de 80 experts, partenaires de Google depuis 2020. Et nous sommes l'agence web la mieux notée de France sur Google et Trustpilot, avec plus de 3500 avis positifs vérifiés. Et nous accompagnons plus de 10 000 professionnels dans toute la France, en Outre-mer, et vraiment parfaitement distribués dans toute la France. Actuellement, nous proposons donc site internet, ce qu'on appelle la présence locale, donc c'est la fiche Google et la récolte d'avis. Et nous avons également des formations finançables par le compte CPF, notamment pour ceux qui sont en lancement d'activité. Et très rapidement, nous, chez Simple et Beau, notre raison d'être, c'est de faire tout ce que vous ne voulez ou pouvez pas faire parce que vous n'avez pas le temps et vous permettre effectivement de vous concentrer sur votre activité. Donc, vous auriez, si vous rejoignez Simple et Beau, un chef de projet dédié pendant la phase de création pour vous accompagner vraiment de A à Z, puis ensuite des équipes support disponibles par chat, au standard téléphonique et par mail en moins de quelques heures. Et enfin, une équipe de conseillers spécialisés, donc dépendante si vous avez un sujet référencement, sécurité ou contenu, eh bien, ce ne sont pas les mêmes équipes qui interviennent chez Simple et Bon. Le fait d'être 80 nous permet effectivement de nous spécialiser et de devenir experts sur les sujets X ou Y. Et enfin, des conseils en continu de comment améliorer votre visibilité, que ce soit sous forme de webinaire comme celui-ci ou de mail. Et donc, en tant que participant à ce webinaire, vous pouvez compter effectivement sur une remise spécialement proposée par France Num. Et donc, c'est moins 50% sur les frais de lancement et moins 10% sur l'abonnement la première année. Tous nos tarifs sont sur notre page tarif sur Simple et Bon en toute transparence. Et vous pouvez imaginer appliquer ces remises jusqu'au 28 février sur les tarifs affichés sur notre site. Et donc, pour nous contacter, rien de plus simple, vous pouvez simplement scanner ce QR code. Merci beaucoup et dans le chat. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien. C'est très clair. Donc, on voit à travers les solutions proposées à Simple et Beau, l'exemple de site internet plutôt, on va dire, standardisé sur étagère. On va du coup passer à la seconde partie, donc avec Estelle, qui porte on va dire, sur les sites internet faits sur mesure. Donc, on a volontairement mis en regard un peu ces deux possibilités de création de sites web, puisqu'elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis, je précise, puisqu'il y a quelques questions dans le chat, que vous êtes tous activateurs France Num. Donc, c'est pour ça que on vous fait intervenir au titre du fait que vous faites partie de ce réseau. Et donc, oui, dans le réseau des activateurs France Num, il y a des sociétés commerciales comme les vôtres et on fait ces webinaires avec vous pour être didactique, pédagogique. Et bien évidemment, c'est l'occasion de présenter votre offre et merci pour votre présentation. Voilà, alors Estelle, je vous propose de passer donc à votre partie. Avant de vous donner la parole, un petit sondage du coup sur la notion de site internet sur mesure. Donc c'est en gros, si je fais un site, on va dire, c'est ce que vous allez développer, complètement avec un maillage fin qui correspond à mon entreprise. Donc voilà, selon vous, dans quel cas va-t-on construire un site plutôt sur mesure par opposition donc à une solution plutôt standardisée comme celle de Simple et Beau? Donc voilà, on vous laisse répondre au sondage. Donc, en majorité, sont évoqués les besoins spécifiques, la capacité de faire évoluer le site. Mais voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse développer votre présentation et ce que vous faites avec l'étoile du web. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Estelle, l'étoile du web.
j'ai pas prévu forcément une diapositive pour présenter, j'ai prévu plus à la fin, mais en quelques mots, je suis un autre format d'entreprise. Estelle, pardonnez-moi, c'est très haché. Ah. C'est peut-être un problème de connexion ou de. Je vous laisserai essayer, sinon peut-être enlever votre caméra si jamais c'est Je haché. pense que je Je vous vais laisse- enlever la caméra. On va voir si ça fonctionne mieux en enlevant la caméra. Donc, pour me présenter, je suis sous forme d'une micro-entreprise. Je suis une agence web. La qualité n'est toujours pas bonne. Non, c'est très haché. Est-ce que c'est pas éventuellement dû à votre casque? Peut-être. Une connexion Normalement, directe. non. Je peux tenter de l'enlever, de passer en direct. Ouais, Euh, c'est peut-être ça. Micro. S'il y a une sorte d'écho, en fait. S'il y a une sorte d'écho qui est créé. Isolement de la voix. Est-ce que ça permet d'enlever cet écho ou pas? Allez-y. On va retenter. Alors, donc, moi, je suis Estelle, étoile web, présente de Vaucluse. Et donc, moi, je suis plutôt sur un format de site qu'on pourrait appeler sur mesure, puisque effectivement, je travaille. Ça, je suis vraiment désolé, c'est hyper haché. C'est difficilement compréhensible. Je vous On propose va, de passer à la partie de Guillaume et on vous laisse peut-être tenter de vous reconnecter. on peut tenter ça et je reviens sur la fin. C'est ça que vous voulez proposer? On bascule l'autre partie ou pas? C'est Alors, toujours le même phénomène. Alors, Guillaume, je vous propose peut-être, on va inverser un peu les parties, on va parler avec vous optimisation et, Testons. et optimisation pour les moteurs de recherche, SEO, GEO, et on reviendra du coup sur la partie site sur mesure. Avec grand plaisir. Ça va pour le son, vous m'entendez? Ça fonctionne? C'est merveilleux. Merci, merci Alexandre. Désolé Estelle, j'espère qu'on va résoudre ce problème rapidement. Donc moi, je vais repartir sur un sujet que Sébastien a déjà abordé un tout petit peu au début, mais je vais rentrer un tout petit peu plus en profondeur. J'ai vu que ça faisait partie des questions que vous aviez pour certains dans le chat, de parler de SEO, donc le référencement naturel, et de GEO, qui impacte aujourd'hui le référencement naturel, puisque c'est le référencement pour les intelligences artificielles. On va parler de ça rapidement, parce que j'ai un quart d'heure pour le faire grand maximum. Et donc, évidemment, c'est des sujets qui sont tellement denses et intenses que je vous propose de les retrouver chez les Folies Web. Donc, nous, chez Folies Web, on est une entreprise aussi. On fait des choses 100% gratuites tout au long de l'année. Ce sont des ateliers et des webinaires. Donc, on fait plus de 400 événements par an. On sera présent sur des grands salons comme Go Entrepreneur à Paris en avril. On fait la même chose à Lyon en septembre. On est une boîte lyonnaise. Et donc, nous, notre mission, c'est d'aider les petites boîtes à réussir durablement grâce au numérique, justement en leur transmettant gratuitement ces savoirs par le biais de partenariats avec des entreprises, un peu comme le fait France Num aujourd'hui. On a également lancé des formations CPF, notamment sur la création de sites web. S'il y a des gens parmi vous qui sont dans la phase de lancement, on peut vous accompagner sur ces sujets-là. Et on a aussi une communauté d'entrepreneurs en ligne, communauté.lesfoliesweb.fr. Je vous mettrai le lien dans le chat si ça vous intéresse, que vous pouvez rejoindre gratuitement et venir échanger avec d'autres entrepreneurs comme vous un peu partout en France et dans les Outre-mer. Voilà, et moi c'est Guillaume, donc je suis responsable éditorial et formateur pour cette structure depuis maintenant 3 ans. Et donc j'ai une expertise très axée sur la création de contenu, parce que j'ai bossé en agence pendant plusieurs années auparavant, justement pour des indépendants, des TPE, des PME, pour qui j'ai produit des pages optimisées en partie pour le référencement naturel, dans le cadre de la création de leur site web. Alors, si vous pouvez éviter de me bouger les slides, je vais aller un peu vite. Mais le SEO, du coup, on en a parlé et Sébastien en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de comment on optimise son site Internet pour remonter sur les requêtes que formulent les internautes dans les moteurs de recherche. Je vais volontairement éviter de dire Google trop souvent, j'aime pas trop faire de la pub aux Américains, même si c'est 90% des recherches qui sont faites aujourd'hui sur cet outil-là. Donc voilà, l'idée, c'est d'optimiser votre site web au-delà de votre fiche établissement pour faire en sorte qu'après votre fiche établissement dans Google, justement, votre site Internet remonte le plus haut possible, puisque vous allez le voir, ça a un impact derrière sur le trafic, donc le nombre de visites qui est généré
sur votre site internet. Et avant ça, un petit sondage très rapide. Je ne sais pas si certains d'entre vous, a priori, vous n'avez pas de site, sinon vous ne seriez pas là, mais si c'est le cas, tant mieux pour vous. Je suis curieux de savoir quelle est l'extension que vous utilisez, donc la fin de votre nom de domaine. Est-ce que c'est, par exemple, lesfoliesweb.fr, .com, .re pour La Réunion, ou .autre, hein, vous avez tout un tas de points, c'est ce qu'on appelle l'extension. Donc sans surprise, voilà, 43 à peu près de ce que je vois, vous êtes, majoritairement sans site internet. Pour 36 d'entre vous, le .fr, et certains ont donc le .com et autres. Donc ça, c'est très chouette. Déjà, vous allez voir, c'est ce qui est lié à ma slide d'après. Donc nous, on travaille, si on arrive à donner tous ces webinaires gratuits tout au long de l'année, c'est parce qu'on a un partenariat avec le .fr qui est géré par l'association AFNIC, qui est mandatée tous les 5 ans par le gouvernement pour gérer les noms de domaine en .fr. Avec l'idée que vous êtes une petite entreprise française, généralement vous vous adressez à une audience française basée en France, et donc vous avez un enjeu de rassurer cette clientèle sur le fait que vous êtes un acteur du territoire français, métropole et autres. Et donc, le .fr a vraiment cet enjeu pour vous de faciliter, j'allais dire, ces messages autour du Made in France potentiellement, autour du fait que vous êtes une entreprise française, et donc vous allez rassurer les utilisateurs. Et donc, ce qu'on recommande toujours, c'est vous êtes une boîte française, choisissez le .fr. Si vous avez un enjeu quand même d'utiliser le nom de domaine .com pour des raisons de commerce à l'international, par exemple, n'hésitez pas à le prendre en plus. Mais voilà, gardez en tête que cette extension, elle a un impact aussi sur votre référencement local, puisque quand vous êtes dans un moteur de recherche, évidemment, si le moteur détecte que vous êtes situé en France, il va prioriser pour vous, dans les résultats qu'il propose, des sites internet qu'il considère comme français. Et comme seules les entreprises françaises et particuliers français peuvent acheter le .fr et utiliser le .fr, nécessairement, ça aide à faire le tri. Et donc, vous avez généralement un .fr dans vos résultats en France. Vous faites les mêmes recherches en Espagne, vous allez avoir un .es ou un .it en Italie. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Ça, c'est, j'allais dire, le minimum vital quand on a envie d'améliorer son référencement, notamment son référencement local. Évidemment, ça n'empêche pas, quand on a un .com, de remonter dans les moteurs de recherche. Et voilà, pour une question, j'allais dire, non pas de patriotisme, mais en tout cas de fierté d'être une entreprise française, n'hésitez pas à financer ce .fr qui sert derrière à sensibiliser les particuliers, les professionnels au sujet du numérique, en partie. Tout part, comme le disait Sébastien tout à l'heure, du mot-clé, de la requête qui est formulée par l'internaute. Alors là, j'avais pris un exemple autour de l'expertise comptable et des bilans comptables, mais on pourrait reprendre l'idée de chercher un ostéopathe à Nantes. L'idée, c'est de bien distinguer les typologies de recherche et de requêtes que formulent les internautes quand ils cherchent un service, un produit, ou quand ils cherchent juste une information. Et c'est là que tout est très important à retenir. C'est, on va distinguer la requête commerciale de la requête informationnelle. J'ai volontairement simplifié. On a d'autres types de requêtes, mais les deux grandes que vous devez retenir, c'est: est-ce que le mot-clé qui est tapé dans la barre de recherche Google est un mot-clé qui a vocation à trouver un produit ou un service, donc une prestation, à chercher un prestataire, auquel cas vous allez créer une page sur votre site qui a vocation à vendre votre produit, votre service, ou en tout cas à collecter des données via un formulaire, une demande de devis et autres. Exemple ici, cabinet d'expertise comptable. Je suis un entrepreneur qui cherche un comptable pour m'aider. Là où on va avoir en face de ça ce qu'on appelle des requêtes informationnelles, qui ont vocation plutôt à donner de l'information et aider l'utilisateur dans sa recherche d'information, plutôt donc des articles de blog. Exemple ici, exemple bilan comptable auto-entrepreneur. L'intention de recherche de l'internaute, c'est bien de trouver de l'information pour faire par lui-même. Ostéopathe à Brest, par exemple, c'est une requête commerciale. On cherche un prestataire, en l'occurrence un ostéopathe. Si on dit j'ai mal au cervical, que faire, ou comment soulager une douleur au cervical, c'est une requête informationnelle. Et donc, sur votre site internet, vous allez créer un article qui va donner de l'information à l'utilisateur pour l'aider à soulager ses douleurs. Ça, c'est vraiment essentiel de bien identifier ce qu'on appelle l'intention, finalement, l'intentionnalité d'un mot-clé. Ce qui est intéressant aussi derrière, c'est d'avoir en tête que, même si aujourd'hui on parle beaucoup d'IA et de recherche dans l'IA, Google concentre encore la majorité des recherches en ligne aujourd'hui.
et les 3 premiers résultats qui s'affichent concentrent, plus de la moitié des clics, 68 des clics. Donc quand vous êtes numéro 1 dans la page de résultats d'un moteur de recherche, vous savez que vous avez en moyenne à peu près 40 des clics. Donc 100 personnes font une recherche, 40 visiteurs arrivent sur votre site internet grâce au premier lien. C'est évidemment une moyenne, ça va fluctuer en fonction des résultats qui s'affichent et évidemment de l'intention de recherche des utilisateurs. Gardez ça en tête, optimisez votre site n'est pas anecdotique, puisque au-delà du bouche-oreille dont parlait Sébastien tout à l'heure, ça vous permet d'avoir cette visibilité en ligne. Les 3 grands piliers, je ne vais pas rentrer dedans dans les détails parce qu'il faut que je surveille l'heure, évidemment, mais c'est la partie contenu. Donc, est-ce que vous racontez des choses pertinentes dans votre site internet et qui correspondent aux besoins de l'utilisateur? Est-ce que votre contenu répond aux mots-clés et à sa fameuse intention de recherche? Est-ce qu'il apporte de la qualité, à l'internaute? Est-ce que l'internaute va avoir envie de cliquer à l'intérieur et de passer du temps sur votre contenu? Donc finalement, là, c'est une question à la fois de longueur et de qualité de texte. On reviendra dessus sur, la partie IA juste après. La partie technique avec les fameux 200 critères qu'évoquait Sébastien tout à l'heure. Et en plus de ça, les liens qu'il a évoqués également, l'importance pour vous d'aller faire des liens entre vos contenus, entre les pages de vos sites, entre vos articles et vos offres commerciales, évidemment, et entre d'autres sites internet et vous. Et l'idée, c'est de se dire, plus on parle de moi par ailleurs, et ça c'est important notamment pour les IA, plus vous allez avoir de chances de faire remonter votre site internet. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on va parler de jus SEO, c'est de dire comment on apporte un maximum de jus, donc de la qualité par un lien. Je prends un exemple, vous prenez le site des Folies Web. Aujourd'hui, il remonte très facilement dans Google parce qu'on propose des événements très régulièrement tout au long de l'année. Donc, on met à jour très souvent nos contenus. On a plein de mots-clés dans nos contenus. Et surtout, on a la chance d'avoir des liens avec des partenaires institutionnels qui sont considérés comme très fiables par Google. Typiquement, France Num va nous faire un lien vers le site des Folies Web. Comme c'est un nom de domaine qui se termine par .gouv.fr, donc qui a une crédibilité maximale aux yeux des moteurs de recherche, on va avoir plus de visibilité grâce à ça, davantage que si on avait fait un lien sur un sombre site russe, évidemment, qui serait pénalisé par les moteurs de recherche. Donc, gardez en tête que les liens, c'est extrêmement important pour votre visibilité en termes de référencement naturel. Et aujourd'hui encore, pour les IA, c'est extrêmement important qu'on mentionne votre site. C'est un peu comme dire je suis une star et on parle de moi dans la presse un peu partout. Plus on parle de vous, plus vous êtes connu. C'est la même chose avec votre site internet finalement. Une page ou un article égale un mot-clé, ça c'est ce que Sébastien disait très bien tout à l'heure. Généralement, les mots-clés sont différents parce qu'il y a des intentions différentes ou des niveaux de précision qui sont différents. Et donc, on va créer des contenus différents pour chaque mot-clé. Savon au lait de chèvre bio, évidemment, est totalement différent de savon au lait d'ânesse bio. Donc, si vous avez un site e-commerce, vous allez créer une page pour chacun de ces produits. Et c'est pareil, finalement, pour les recherches informationnelles, les articles de blog. Vous allez identifier l'intention de l'utilisateur et savoir si sa demande est très précise sur un sujet, auquel cas vous allez écrire un article très précis, ou si vous allez écrire un article j'allais dire un peu plus méta, et qui va vous permettre d'aborder dans les grandes lignes un peu tous les sujets, et ensuite de rediriger vers des articles plus spécifiques. L'idée, c'est quand vous optimisez vos pages, ça va être de travailler évidemment sur la structure du contenu, intégrer votre mot-clé, celui que vous avez choisi, et ses expressions secondaires. Je ne m'attarde pas là-dessus, c'est des choses que vous pouvez retrouver chez Foliweb, mais de l'intégrer dans votre titre principal de page, dans vos images. Donc, il faut renommer vos images, il faut intégrer ce qu'on appelle des balises alternatives. Alors ça, vous pouvez le faire facilement sur une solution comme WordPress, mais en fonction de l'outil que vous utilisez pour créer votre site, ces outils d'optimisation, finalement, ne sont pas disponibles de la même manière. Parfois, vous avez besoin d'options payantes, etc. Mais dans tous les cas, gardez en tête que vous devez intégrer votre mot-clé, évidemment, dans votre contenu. Vous devez penser votre contenu d'abord pour l'utilisateur, c'est-à-dire privilégier la qualité de la réponse plutôt que le fait de vouloir truffer votre page ou votre article de ce mot-clé-là. Généralement, moi, je recommande votre mot-clé sur à peu près 1% du texte. Donc, globalement, vous faites un contenu qui fait 1000 mots, vous savez que vous allez avoir entre 8 et 10 fois votre mot-clé dans votre page. C'est une moyenne, évidemment. L'idée, c'est de garder le côté naturel. Pensez aussi à optimiser ce qu'on appelle les métatitres, les métadescriptions, donc ce qui s'affiche sur Google, à la fois parce que l'utilisateur qui a tapé sa requête doit trouver doit trouver son mot-clé pour se dire tiens, je vais cliquer sur ce site-là, et vous devez aussi utiliser cet espace-là comme un espace promotionnel, faire en sorte de vous démarquer des autres clients. Par exemple, vous êtes Simple et Beau, vous allez dire la meilleure agence
web en France ou la mieux notée. Ça vous permet à la fois d'utiliser le mot agence web, par exemple, dans votre métatitre, qui correspond à la demande de l'utilisateur. Vous allez rajouter un texte derrière qui va donner davantage envie d'y aller. Selon vous, du coup, puisqu'on va parler un peu d'IA quand même très rapidement, mais comment est-ce qu'elle impacte la consultation des sites internet par les utilisateurs? Donc là, l'idée, c'est de comprendre un petit peu quel est l'impact de l'IA aujourd'hui sur la recherche. Est-ce que du coup, les utilisateurs ils cliquent plus sur les premières images de résultats d'un moteur de recherche? Est-ce que ça devient plus important d'avoir une réputation et une marque? Ou est-ce que les utilisateurs consultent moins les sites d'information? Ou sinon, est-ce que vous ne savez pas? Donc voilà, je le passe un petit peu rapidement. Évidemment, les utilisateurs cliquent plus souvent sur les premières pages de résultats d'un moteur de recherche. Donc ça, c'est exactement, effectivement, ce que je viens de vous dire. Et finalement, en fait, toutes les réponses sont plus ou moins bonnes, même si les sites d'information, c'est à nuancer. En tout cas, ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'il y a une émergence aujourd'hui de la recherche par IA. C'est-à-dire que les utilisateurs qui testent ChatGPT, Mistral, Claude, Gemini et compagnie par soit curiosité professionnelle, soit pour s'aider dans leur vie quotidienne, ont tendance aujourd'hui à faire des recherches. Ça représente un peu moins de 10%, j'ai plus le chiffre en tête, donc c'est très peu. Et les moteurs de recherche, dont Google, sont aujourd'hui des acteurs majeurs et principaux de la recherche en ligne, mais cette tendance émerge. De même, on a vu débarquer depuis plusieurs années maintenant une émergence de la recherche auprès des jeunes sur les réseaux sociaux comme Instagram, comme TikTok, quand ils cherchent un prestataire local, exemple un salon de manucure, une pizzeria ou autre. Donc c'est important aussi de se sensibiliser, de faire de la veille sur ces sujets et de se dire quels sont les nouveaux modes de recherche aujourd'hui, même si, gardez ça en tête, vous avez aussi parfois des cibles qui sont un peu moins numérisées et qui continuent à utiliser les moteurs de recherche comme outil, évidemment, de recherche. Petit à petit, ce n'est pas encore arrivé en Europe pour tout un tas de raisons, et tant mieux. Mais ces moteurs de recherche comme Google vont intégrer de l'IA directement dans ce qu'on appelle la SERP, donc la page de résultats, celle qui affiche les sites, pour proposer un résultat généré par l'IA directement, comme ce que vous avez sur la capture d'écran à gauche, et donc qui devrait avoir un impact qu'on a constaté aux États-Unis notamment, qui indique qu'en gros, on va perdre des clics sur les sites Internet de l'ordre de 20 à 60%. Donc ça va avoir un impact négatif sur le trafic de votre site Internet. Et donc, tout l'intérêt pour vous, c'est de créer des sites avec le contenu le plus précis possible, le plus utile possible, pour faire en sorte d'être cité comme une source par Google lorsqu'il génère sa réponse. Et de l'autre côté, et je vais aller plus vite puisque j'ai presque dépassé mon temps, je pense, c'est que Oui, sur oui, Guillaume, on vous tout laisse terminer, mais tout à fait. effectivement, ouais, Je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, il n'y a pas mais de du souci. coup, Allez-y, allez-y, terminez. je rends la parole à Estelle juste après. L'idée, c'est d'avoir en tête qu'au-delà des moteurs de recherche, donc les internautes font aussi aujourd'hui des recherches dans ChatGPT, dans Mistral, dans Gemini, et que les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, permettent aujourd'hui de comparer des produits en ligne. J'ai pris un exemple ici, j'ai comparé des voitures pour un premier conducteur qui seraient des voitures hybrides. On a un comparatif des prix, des liens vers les sites, etc., sans avoir mentionné aucune marque de notre côté. Et donc, l'IA va vous faire des suggestions à vous, consommateurs. Et donc, l'idée pour remonter dans ces moteurs IA, dans ces outils qu'on appelle des LLM, finalement, ça va être d'être cité par des sources d'autorité. On en revient à cette même bonne pratique que la pratique référencement naturel, qui est faire en sorte d'aller chercher des liens qui parlent de nous sur des sites de médias, sur des sites de partenaires, créer des contenus qui apportent de la valeur avec des statistiques, des contenus qui soient mis à jour régulièrement, évidemment, et des données qui soient structurées, donc mettre des réponses qui soient simples, faciles à comprendre pour les algorithmes qui analysent votre site et pour les utilisateurs, afin, évidemment, d'aider les IA à proposer les meilleures réponses possibles. Et le dernier point, c'est l'impact de l'IA aujourd'hui en termes de SEO, au-delà de se dire je vais remonter dans Gemini, dans ChatGPT ou dans Mistral quand quelqu'un fait une réponse, c'est utilisez-le comme un outil en tant que non-expert du référencement naturel. Utilisez comme un outil pour analyser votre site, pour vous faire des préconisations, des recommandations sur la manière d'optimiser vos pages et vos articles. Là, je vous ai mis un petit prompt que vous pourrez retrouver dans le support. Voilà, j'en ai fini pour ça. Si c'est des choses qui vous intéressent, je vous mets juste le lien du site des Folies Web
sur le chat. Comme ça, vous pouvez retrouver tous nos événements et évidemment vous inscrire à des webinaires gratuits qui vont un peu plus en profondeur sur le sujet. Je mets aussi le lien vers notre page de formation si c'est des choses qui vous intéressent pour creuser ça un peu plus longuement. Voilà, je rends la parole à Estelle. Désolé pour ce petit débordement. Merci beaucoup, Guillaume. Allez, Estelle, c'est à vous. Rebonjour, j'espère que cette fois-ci on m'entend mieux. C'est parfait. Ah, ça semble être mieux, donc j'ai réussi à changer de pièce et à avoir une meilleure connexion. Alors, donc je vais reprendre de manière rapide. Donc je me présentais, je suis Estelle, l'étoile du web, dans le Vaucluse, mais je travaille en présentiel chez les clients les plus proches et sinon à distance. Et donc, la question, c'est pourquoi avoir un site vitrine? Donc, effectivement, on va passer rapidement dessus, vu que mes prédécesseurs ont déjà aussi traité le sujet quand même de manière très efficace. Donc, il ne faut pas oublier qu'avoir un site vitrine, c'est un moyen d'être trouvé. Parce qu'aujourd'hui, 80% des consommateurs recherchent en ligne avant d'acheter ou de contacter un professionnel. Et ce chiffre, il monte même à 90% chez les moins de 45 ans. Donc, forcément, aujourd'hui, pour donner l'idée, un site vitrine, ça remplace presque dans certains domaines la plaquette qui existait hier. Aujourd'hui, on ne donne plus une plaquette papier, on passe directement sur le format du site. Donc, le site, il rassure les prospects, renforce la crédibilité, vous permet d'être visible par rapport à vos concurrents, parce que effectivement, si vous n'avez pas de visibilité en ligne, vos concurrents, eux, récupéreront cette visibilité. Et puis ce qu'on n'a pas abordé finalement, par contre, précédemment, c'est que finalement, votre site, il vous permet aussi d'être visible 24 heures sur 24. C'est vrai. Vous permettre donc d'être visible 24 heures sur 24. Donc, le sur-mesure, c'est quoi? Parce qu'effectivement, le sur-mesure, concrètement, si on ne part pas sur un template qui est préfabriqué. C'est-à-dire que le sur-mesure, ça va être vraiment développer un site qui correspond uniquement à vos besoins, à votre identité. Donc, ça peut être effectivement des besoins très spécifiques ou même un choix d'avoir un site qui est allégé avec uniquement les informations que vous souhaitez faire apparaître de la manière dont vous souhaitez communiquer. Les avantages aussi, alors dans mon cas, puisque là, je travaille vraiment avec des sites qui sont totalement construits pour le client, c'est que le site, il vous appartient. C'est-à-dire que vous n'êtes locataire d'aucune plateforme. Vous avez bien sûr votre hébergement, là où sont stockés les fichiers de votre site, mais une fois que le site il est terminé, il y a un véritable transfert de propriété. Donc, vous êtes sur quelque chose qui appartient à votre entreprise, qui est une vraie valeur dans l'entreprise. Et ensuite, le sur-mesure, il permet également d'avoir un site qui est évolutif. Donc, le site, il va pouvoir évoluer et grandir avec votre activité. Ça peut être au niveau de nouvelles pages, nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre petit à petit d'adapter votre communication à votre activité. Et le sur-mesure, donc, pour qui il est? Alors, il est, si vous avez des besoins spécifiques, comme on disait avant, donc ça peut être un système de réservation, une carte interactive, espace client, une logique métier particulière. On va pouvoir avoir, pour l'exemple, un gîte avec un calendrier de disponibilité ou un artisan qui voudrait un configurateur de devis spécifique. Il va aussi avoir un intérêt si vous avez une image de marque qui compte. Effectivement, vous allez pouvoir avoir un site qui ne ressemble pas au site de vos concurrents. Surtout que souvent, dans les templates de sites, on va retrouver les mêmes façons, les mêmes constructions dans un domaine d'activité. Donc, ça vous permet aussi de vous différencier et d'avoir vraiment un site qui est à votre image. Ça va vous permettre aussi également, on revient à ce qu'on disait également au départ, vous investissez plutôt que louer.
C'est-à-dire que le coût initial, il est certes plus élevé au départ, mais ce n'est pas un abonnement mensuel sans fin, c'est un coût qui est défini au départ. Et donc, si vous prévoyez de faire évoluer votre activité, un développement géographique, de nouveaux services, ça va permettre effectivement de pouvoir rattacher toutes ces choses-là. Ce qu'il faut prévoir. Alors bien sûr, ces chiffres, c'est vraiment des ordres de grandeur parce que ça dépend aussi de l'entreprise avec qui vous travaillez, des fonctionnalités. Souvent, pour donner l'exemple, quand on me demande un ordre de prix comme ça, sans avoir plus d'informations, comme je dis, il y a un ordre de prix qui n'a rien à voir entre une petite citadine et une Ferrari. Pourtant, dans les deux cas, nous sommes sur des voitures. Mais effectivement, il va y avoir plein de raisons qui font que ce soit des options, des catégories, etc., qui vont faire la différence de prix. Donc, c'est toujours délicat d'aller donner un ordre de prix très serré. Mais on va dire que voilà, sur la création d'un site vitrine sur mesure, il va falloir compter entre 1 500 et 3 500 € selon les fonctionnalités. Et ensuite, ce qu'il faut prévoir, c'est effectivement une maintenance parce qu'un site, ça se maintient, ça s'entretient. On a parlé tout à l'heure avec prédécesseur de Simplébo, Sébastien, de tout ce qui concerne la sécurité, par exemple. Effectivement, un site, il a besoin d'être sécurisé, mais que cette sécurité soit mise à jour. Et effectivement aussi, en termes de code, d'adaptation aux algorithmes de Google, etc., il faut aussi qu'il puisse être régulièrement mis à jour pour continuer de performer. Et je parle aussi souvent des sauvegardes parce que le site, il est forcément hébergé chez un hébergeur et beaucoup n'ont pas oublié ce qui s'est passé il y a quelques années chez OVH. Quand des serveurs ont brûlé, tous ceux qui n'avaient pas des sauvegardes externes à cet hébergement, ils ont perdu absolument tout leur site. Donc, c'est important aussi d'avoir des sauvegardes régulières qui soient externalisées de manière à éviter ce genre de soucis. Et effectivement, l'hébergement et le nom de domaine qui va en général de base pour un site vitrine, bien entendu, aller autour de 100 à 200 € par an. Faire vivre son site. Donc, comme on le disait juste avant, le site, ce n'est pas juste un projet one-shot. Il faut, pour qu'il soit efficace, il doit continuer de vivre. Donc, effectivement, il y a la maintenance technique, tout ce qui est mise à jour. Dans mon cas, je travaille beaucoup avec WordPress, mais pas toujours que WordPress. Mais effectivement, on va avoir des mises à jour qui concernent de la sécurité, de l'évolution, les sauvegardes, la surveillance et les corrections des bugs qui peuvent arriver en fonction des évolutions de mise à jour. Des bugs peuvent apparaître, des évolutions qui peuvent aller au fil des besoins, tout ce qui va concerner des nouvelles pages, des nouvelles sections, des fonctionnalités, de la refonte un peu graphique suite à des évolutions, on va dire que ce soit des évolutions générales ou des évolutions de votre entreprise en termes de design. Et effectivement, votre contenu, donc ça peut être à la fois du contenu comme des actualités, des articles de blog si cela est pertinent, mais ça peut être aussi des mises à jour de témoignages clients, d'informations pratiques. Il est important que le site il soit mis à jour en permanence et ça revient à la cohérence dont parlait Sébastien Chérif en tout début de ce webinaire où effectivement, le site, on ne peut pas le mettre en ligne et dire on s'en occupe plus, les informations sont justes. Il faut en permanence que ces informations soient bien cohérentes avec l'ensemble de la communication qu'il peut y avoir sur toutes les autres sources. Donc, ce qu'il faut retenir, donc un site vitrine, c'est aujourd'hui un outil essentiel dans le monde aujourd'hui où tout est connecté. Ne pas être en ligne d'une manière ou d'une autre, c'est ne pas exister en général. Le sur-mesure, c'est d'avoir un site vraiment à votre image. C'est pour refléter votre identité et vos besoins. On est sur un ordre plutôt d'un investissement. Un site, c'est pas une dépense, c'est quelque chose qui vous appartient, qui peut faire évoluer et qui vous accompagne dans votre activité. Et la maintenance, c'est quelque chose vraiment d'indispensable pour que le site puisse continuer de répondre aux besoins et d'être performant et protégé.
Donc, vous avez aussi mes coordonnées. Si vous avez des questions en dehors de celles auxquelles on va répondre à la fin de ce webinaire, ou si vous souhaitez échanger sur un projet, votre projet, nous pouvons en discuter et voir si ma façon de travailler correspond à vos attentes. Et je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Estelle. Donc, nous avons pu voir à travers les interventions deux façons de créer un site web, site internet vitrine avec deux points de vue. Et puis, on a vu la question de l'optimisation du SEO avec Guillaume. Il nous reste quelques minutes. On propose qu'on traite quelques questions, notamment peut-être revenir sur une question assez dirimante à laquelle Guillaume a répondu dans le chat, mais assez rapidement. Donc, c'est la question en fait de l'algorithme de Google. Comment est-ce qu'on connaît vraiment tout ce qu'il y a dans l'algorithme de Google? Est-ce qu'on en perçoit des choses? Et voilà, et comment du coup on adapte les stratégies par rapport à ça. Guillaume, je vous laisse peut-être répondre à l'oral. Oui, bah, c'était une question qui était posée à Sébastien à la base, donc il me contredira s'il n'est pas d'accord avec moi. Oui, je laisse tout le monde intervenir. Mais l'idée, comme je le disais dans mon commentaire, c'est que on n'a pas la recette magique. C'est comme le Nutella ou le Coca, quoi. Même si j'aime pas citer les marques, mais l'idée, c'est de dire que Google communique quand même régulièrement sur ses mises à jour phares et les points qui sont essentiels. Et globalement, la recette de base dans ces 200 grands critères, elle est connue aujourd'hui de toutes les agences. C'est des choses qui ont été éprouvées. Donc, ce que vous a dit Sébastien sur les sujets de mots-clés, de performance du site, etc., sont des choses qui ne sont pas de la trahison du grand secret de Google. C'est sûr que dans les 200 critères, il y a des petites choses qui sont des choses très techniques sur lesquelles on n'a pas la main et qu'on ne connaît pas. Mais ça n'empêche pas d'optimiser votre site en connaissant au moins les 3 grands piliers dont je vous ai parlé et puis ensuite en faisant de la veille régulièrement. Je pense qu'on est pas mal là. Parfait, non, c'est effectivement Google nous partage, comme le disait Guillaume, un certain nombre de choses. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'un avis auquel on répond compte double aux yeux de Google, VS un avis qu'on laisse sans réponse. Donc ça, ce sont des choses que nous connaissons et qu'on a essayé effectivement de simplifier avec la notion localisation, avis et cohérence de l'information. Très clair. Oui. Est-ce que l'IA est arrivée en France ou pas? Oui, peut-être effectivement, comme Guillaume vous a parlé de l'introduction de l'IA dans toute la recherche de sites web, à quel point tout est arrivé en France? J'ai cru comprendre qu'il y avait des choses qui étaient disponibles sur Google dans d'autres pays, pas encore en France. Ça dépend des moteurs de recherche. Bah, sur l'IA, il faut avoir en tête qu'on a pas mal de choses qui sont liées d'une manière générale à la réglementation française et plus généralement à la réglementation européenne. Sur les IA que vous utilisez, vous, chacun de votre côté, Gemini, ChatGPT, Mistral et compagnie. Et pour ce qui est du déploiement des réponses générées par l'IA dans Google, ça se fait doucement. Et effectivement, ce n'est pas encore lancé en Europe et notamment sur le marché français. Sur certains pays européens, c'est le cas, tout simplement parce que les utilisateurs du monde entier déjà fonctionnent de manière différente. Et voilà, globalement, ce qui se passe, mais ça va arriver dans pas longtemps. D'accord, très clair, merci. Il y avait aussi une question sur un protocole vidéo pour valider sa fiche Google My Business. Ça a l'air d'être quelque chose d'un peu particulier. Je ne sais pas qui veut répondre, qui a la réponse là-dessus. Sébastien, peut-être vous. Alors, je peux. Donc, effectivement, la validation de la fiche Google peut être un processus complexe. Il y a différentes méthodes, mais la finalité, c'est que Google veut s'assurer que votre entreprise existe et bien domiciliée à une adresse donnée. La condition sine qua non pour avoir une fiche Google. Et donc, il faut effectivement transmettre à Google typiquement des factures, eau, gaz, électricité. Il peut y avoir effectivement une validation vidéo. Et donc ça, c'est quelque chose où il faut simplement être accompagné de quelqu'un qui l'a déjà fait, qui que ce soit, parce que ça peut être relativement fluide. Il ne faut juste pas rater des étapes. Mais Google, effectivement, demande tout ça.
et c'est plutôt sain parce que ça évite effectivement une inflation de fiches Google qui pourrait être fausse, des bots, etc. Donc, je ne sais plus quelle était la question exactement sous-jacente, mais effectivement, il y a une validation vidéo, il y a des étapes à suivre, et c'est la condition sine qua non pour que sa fiche Google apparaisse. Ravi d'en reparler avec la personne concernée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sébastien, c'est très clair. Il est 13h, donc nous arrivons au bout de ce webinaire. Merci beaucoup à tous les trois pour vos enseignements très riches sur cette question. On a un petit sondage de satisfaction donc, pour vous qui participez, qui suivez ce webinaire. Mon collègue Benoît vous a mis un lien pour télécharger la présentation si vous le souhaitez. Et eh bien, on vous met aussi également tous les liens vers le site France Num, sur lequel vous allez retrouver de nombreuses ressources utiles pour vos projets de numérisation, que ce soit justement sur les sites web, la vente en ligne, la gestion ou l'intelligence artificielle. Vous allez retrouver toutes ces ressources et notamment tous nos webinaires sur le site France Num. Merci encore à tous les trois et à très vite pour un nouveau webinaire France Num. Le prochain webinaire, en fait, aura lieu le 26 mars prochain et portera sur numérique et ressources humaines. Merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.